Grandir dans un contexte post-crise, pour les entreprises, c'est aussi un sujet. On va en parler avec nos invités. Alors, il y a différentes phases dans la vie d'une entreprise: internationalisation, innovation, développement commercial, réorientation stratégique. Voilà, il peut y avoir des accélérations, des changements de braquet qui nécessitent des financements importants et de faire appel à des capitaux extérieurs. Particulièrement dans un contexte post-crise, grandir pour les PME, les ETI, les startups demande de faire appel à différents leviers. Alors, entre levée de fonds, entrée en bourse, rachat, quelle est la meilleure option? C'est la question que je vais poser tout de suite à mes deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir François Ramette, gérant de Deomenos, leveur et listing sponsor Euronext. Bienvenue. Et Guillaume Briand, avocat associé au cabinet Stephenson Harwood, spécialisé en fusion, acquisition et private equity. Merci à tous les deux d'être là cet après-midi avec nous. Alors, l'un comme l'autre, chacun dans sa sphère de compétences, vous avez pour rôle d'accompagner les entreprises dans leur choix lorsqu'elles se mettent en quête de capitaux extérieurs. Donc, entre levée, entrée en bourse, cession, acquisition, comment choisir une option plutôt qu'une autre? Est-ce que, comment on fait son choix? Guillaume. Alors, bonjour, merci pour votre invitation. En fait, il n'y a pas de bonne option ou de mauvaise option. Il y a des options différentes qui vont correspondre à des profils d'entreprise et d'actionnaires ou dirigeants différents. En fait, tout va dépendre de ce que l'on cherche à faire. Est-ce qu'on est avec une équipe d'actionnaires ou de dirigeants qui cherchent à transmettre leur entreprise pour passer à autre chose, soit parce qu'ils sont en fin de carrière, soit parce qu'ils ont d'autres projets entrepreneuriaux? Ou est-ce qu'au contraire, on est avec une équipe qui cherche à continuer à développer l'entreprise, à rester aux manettes, et pour ça, qui cherche des financements tout en restant présent? Et après, avocat financier, on va avoir des rôles complémentaires et différents en intervenant à des stades différents de l'opération. Effectivement, les possibilités, il n'y a pas de mauvaise solution. N'hésitez pas à rapprocher le micro. Il n'y a pas de mauvaise solution de financement. En fait, le problème est avant tout stratégique. Le contexte de la crise sanitaire a ouvert des solutions, des opportunités nouvelles, mais ces opportunités n'ont de sens uniquement si elles répondent à la stratégie long terme de l'entreprise. Et ensuite, le choix du mode de financement va dépendre de la gouvernance de l'entreprise, notamment, et puis aussi de la santé de l'entreprise, sa situation sectorielle et de l'appétit des fonds et des solutions de financement. Il est clair que la crise a révélé en fait un certain nombre de tendances qui se sont accentuées dans la digitalisation, tout le monde en parle, mais les impacts au sein des entreprises est énorme. Il est énorme au niveau du secteur de l'informatique et il est également énorme dans les secteurs traditionnels qui ont besoin d'investir pour digitaliser leur métier. Et on constate notamment en France, en Europe, un certain décalage temporel par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. D'accord. Donc il y a vraiment une différence sectorielle. Et puis, suivant mon projet d'investissement, ça va définir aussi... Tout à fait. Vous avez des secteurs traditionnels qui ont particulièrement souffert, qui ont été mis grâce au soutien de l'État en période de perfusion, disons, mais cette perfusion va se retirer progressivement et les entreprises vont avoir besoin de se tourner vers d'autres solutions pour passer cette étape de mutation et qui va consister à investir beaucoup dans les outils informatiques, dans les outils de digitalisation et également sans doute dans le renouvellement des équipes. D'accord. Ok, donc en fonction du projet d'investissement, ça va déterminer telle ou telle option. Et puis en fonction de, vous disiez, la gouvernance et de ce qu'on veut, de ce que le chef d'entreprise veut aussi. S'il veut garder les manettes, il ira plutôt vers de la levée classique ou de l'entrée en bourse? Vers une entrée en bourse, vers une levée de fonds minoritaire. En fait, pour rebondir sur ce que disait François sur les secteurs, on peut voir effectivement qu'il y a des secteurs qui ont été très touchés, comme le tourisme, comme le retail, d'autres qui s'en tirent beaucoup mieux, comme tout ce qui est technologie, en particulier cybersécurité ou tout le secteur des SaaS. Mais à côté de ça, on voit un autre secteur, la santé, naturellement, on y pense tous, dans lequel il y a beaucoup de capitaux. Et c'est sur toutes les langues en ce moment, c'est également la transition environnementale. Alors il y a des risques de greenwashing, mais on assiste à une volonté de beaucoup d'entreprises justement de
d'ajuster leur stratégie pour faire face à cette transition environnementale. Et donc, il y a des volontés d'investissement pour des grands acteurs, pour des fonds dédiés, justement, dans des entreprises de ce secteur. D'accord, donc on peut avoir des opportunités avec des fonds si on est dans cette logique ESG. On peut avoir des opportunités avec des fonds si on est dans cette logique. Absolument, avec des fonds ESG ou alors avec des grands groupes corporate, 440, industriels classiques qui cherchent à faire leur mutation pour être, de la même manière qu'il y a eu une mutation vers une transition digitale au cours des 10 dernières années, on peut s'attendre à ce que pour les 10 prochaines années, il y ait une mutation vers une transition environnementale de plus en plus importante. D'accord, donc dans ce cadre, dans ce type de projet-là, il vaut mieux aller vers du fonds et de la levée de fonds auprès de... Ça va dépendre vraiment du profil de la société, de sa maturité et de la volonté des actionnaires qu'il peut y avoir. En fait, il y a 3 options. Il peut y avoir une entrée en bourse, il peut y avoir une levée de fonds minoritaire ou carrément une cession. Et là, la cession peut être une opération de LBO, c'est-à-dire une cession avec effet de levier, ou alors une cession avec un acteur industriel. Et donc, selon les options, les volontés des investisseurs ou des acquéreurs, leurs objectifs seront différents. Typiquement, si on parle d'une cession à 100%, les objectifs de l'acquéreur vont être différents s'il s'agit d'un acteur corporate ou s'il s'agit d'un fonds. Pourquoi ? Parce que l'acteur corporate, en fait, va chercher à acheter une cible pour l'intégrer. Il a en tête une volonté de croissance verticale, horizontale. Il va chercher à développer des synergies. Et son but va être d'intégrer la cible dans ses activités. Et d'une certaine manière, il va y avoir des actifs clés pour lui, que ce soit la technologie, que ce soit les gens, que ce soit l'actif industriel. Un fonds d'investissement qui fait une opération d'achat par effet de levier a un objectif différent. Lui, il achète une entreprise pour la revendre à un horizon de temps déterminé. Et donc, il ne va pas avoir cette... Absolument. Ouais. Et donc, il ne va pas avoir cette vocation à intégrer, sauf dans le cadre d'opérations qu'on appelle de build-up, c'est-à-dire de consolidation par des entreprises déjà sous portefeuille. En revanche, le fonds va, pour acheter, faire appel à de la dette. Et donc, qui dit dette, dit covenant bancaire, c'est-à-dire des engagements dans le cas de la gestion au profit des banques. Mais dans le cas d'une acquisition avec un fonds, un élément important, ça sera ce qu'on appelle le management package, c'est-à-dire la mécanique d'intéressement du management, mais on aura probablement l'occasion d'en reparler. Oui, d'accord. Et dans le cadre d'une entrée en bourse, par exemple, quelles sont les opportunités que présente une entrée en bourse et les contraintes, les risques ? Oui, alors juste avant, je voudrais juste préciser un point. Vous avez différents types de fonds. Il y a les fonds, ce qu'on appelle majoritaires, et les fonds minoritaires. Les fonds majoritaires peuvent avoir également un objectif de build-up. Et donc, le build-up, en fait, a le principal intérêt de créer des synergies et d'élargir soit le spectre des expertises, soit le spectre de marché géographique, notamment. Mais en laissant le pouvoir ou non à l'entreprise. C'est-à-dire que si on est dans un fonds majoritaire, le fonds va prendre le lead sur la réalisation du build-up, alors qu'avec des fonds minoritaires, le fonds va faire confiance en l'entreprise qui va elle-même réaliser le build-up. Et au management de l'entreprise. C'est la différence. C'est la grosse différence qui est entre les deux. Et donc effectivement, d'où derrière une réflexion à avoir d'un point de vue juridique sur l'équilibre de la gouvernance et l'équilibre des rétros de plus-value sur la réussite du projet à plus ou moins long terme. Quant à l'IPO, donc quant à l'introduction en bourse, il y a en fait deux ensembles d'avantages. Il y a des avantages qui concernent les actionnaires et des désavantages qui concernent l'entreprise. Et ces avantages se révèlent plus ou moins suivant les cas, suivant les secteurs, suivant la taille. Je m'explique. Une entreprise qui a un grand nombre d'actionnaires n'est pas liquide, est moins liquide que si elle était en bourse. Et le fait d'être introduit en bourse permet à la fois d'être liquide et permet aussi d'avoir une valeur. Donc il n'y a plus, dans le cas de succession par exemple, de contestation de la valeur transmise lorsqu'il y a justement un avantage qui est laissé lié au management à un enfant plutôt qu'un autre. Et concernant l'entreprise elle-même, la bourse donne une visibilité extraordinaire
non pas qu'elle n'a pas de prix, puisqu'en fait l'introduction est plutôt une opération coûteuse, mais les retombées sont extrêmement importantes en termes de visibilité. Donc quand on est une société en B2C ou en B2B2C, l'importance de la visibilité peut faire pencher le curseur vers le choix d'un IPO. Visibilité et crédibilité aussi. Et là, ensuite, bien sûr, il y a la crédibilité, il y a la notoriété, et qui, elle, va avoir une répercussion dans les relations en tant que fournisseur ou en tant que client vis-à-vis des fournisseurs, des grands fournisseurs. Quand vous êtes une start-up et que vous dialoguez alors que vous êtes coté, vous pouvez aller partout dans le monde, vous êtes coté sur Euronext et votre crédibilité s'est accrue. Oui, c'est connu, reconnu et vous avez tout de suite, ça pose un statut. D'accord. Mais il y a aussi des contraintes à entrer en bourse. On parle souvent de contraintes en termes de communication financière notamment. C'est assez lourd, ça, il faut en avoir conscience. Absolument, oui. L'introduction en bourse, en fait, ça va être une opération qui va être transformante pour l'entreprise. Il y a clairement une visibilité accrue pour une entreprise qui est cotée en bourse. En revanche, il va y avoir beaucoup de contraintes réglementaires autour. Deux types de contraintes. Des contraintes dans le cadre de l'introduction en bourse à proprement parler, puisqu'il va falloir rédiger un prospectus et dans la plupart des cas obtenir le visa de l'AMF sur ce prospectus. C'est une opération qui prend du temps, c'est un document qui est très normé et sur lequel il faut être bien accompagné sur des aspects financiers et juridiques pour préparer ce document et sur lequel on échange avec l'autorité des marchés financiers. Donc ça, c'est dans le cadre de l'entrée en bourse à proprement parler. Et puis, par la suite, une fois qu'une entreprise est cotée en bourse, elle va être soumise à des obligations. Ces obligations sont différentes selon si on parle d'une entreprise qui est cotée sur un marché régulé ou réglementé, mais elle va avoir à répondre à des obligations qu'on appelle d'information périodique, d'information financière notamment, c'est-à-dire de publication d'informations financières sur une base annuelle, trimestrielle, et puis également elle va être soumise à des règles de gouvernance spécifiques, par exemple le code AFEP-MEDEF, avec tout un tas d'obligations dans le reporting annuel sur ce qu'on appelle la performance extra-financière. Donc en fait, une société cotée en bourse fait l'objet d'une visibilité et d'une attention accrue des investisseurs. C'est finalement la contrepartie de cette visibilité et de cette renommée. Et puis, un dernier point sur lequel il faut être attentif, c'est pour les dirigeants d'une entreprise et même pour les actionnaires, puisque tout ce qui dès lors qu'on parle d'une société cotée en bourse, il y a des risques d'information privilégiée, de délits d'initiés. Et donc, oui, le fait d'être coté en bourse permet d'avoir une plus grande liquidité, de vendre plus facilement ses titres. En revanche, il faut s'assurer que tout ça soit fait dans les règles et qu'on ne se retrouve pas par inadvertance à réaliser des opérations qui seront interdites car constitutives de délits d'initiés, c'est-à-dire vendre ou acheter des titres sur la base d'une information privilégiée. Oui, donc... Je voudrais rebondir sur ce point de contrainte. Oui. Parce que le côté positif, c'est qu'une contrainte permet de se contraindre à réfléchir sur un certain nombre de choses et d'organiser l'entreprise. C'est structurant. C'est très structurant, exactement. L'entreprise a besoin, surtout quand elle croît vite, de se structurer. Elle a plutôt tendance à repousser au lendemain ce qu'elle devrait faire sur le moment, alors que le fonds d'investissement, justement, lui, va être la première étape qui va contraindre à un certain niveau de reporting. Et effectivement, le deuxième niveau, c'est l'introduction à la bourse, sachant que, vous savez, il y a plusieurs marchés boursiers et les contraintes sont en fait assez légères au départ. Et donc, c'est justement des réformes qui ont été réalisées en France qui permettent à des entreprises de taille assez modeste, mais à forte croissance, de pouvoir suivre et se lancer dans cette opération qui n'est pas si contraignante que ça, finalement. Donc en fait, on peut transformer la contrainte en opportunité. Enfin, en tout cas, oui, en force. Et puis, parce qu'on gagne en fait à avoir. Vous savez, la crise nous a fait perdre de la visibilité et justement un bon reporting, une bonne organisation permettent d'accroître cette visibilité. Donc, cet aspect structurant est important parce que derrière, que ça soit pour une introduction en bourse, pour une levée de fonds ou pour une session, il y a tout un travail de préparation et de structuration justement avant l'opération. C'est-à-dire que dans cette phase de diagnostic, on sait que si on fait une introduction en bourse, il va falloir rédiger un prospectus et donc il va falloir communiquer une information claire et précise au marché sur l'entreprise.
De la même manière, dans le cadre d'un processus de levée de fonds ou de cession, l'acquéreur ou les investisseurs vont réaliser une due diligence, c'est-à-dire qu'ils vont auditer la société. Le périmètre de l'audit va pouvoir varier, il sera juridique, fiscal, financier, peut-être environnemental, voire couvrir la technologie, sociale bien sûr, fiscale. Et donc en fonction de ça, il ne faut pas être démuni, il faut préparer, et notamment s'il y a des sujets, des problèmes particuliers ou des risques qui sont connus des actionnaires et du management, il faut autant que faire se peut les anticiper et les solutionner en amont pour être capable de mener l'opération de la manière la plus sereine possible. Donc bien préparer, bien structurer en fait sa démarche, quel que soit le choix et l'option choisie, il faut bien anticiper tous les avantages et les inconvénients, même si les inconvénients, j'ai bien noté, on peut les transformer en force. Très bien, bien compris pour la bourse. Maintenant, si je suis entrepreneur, je suis patron de mon entreprise, je choisis l'option cession. Je vais aller chercher un acteur plus important sur mon marché pour me rapprocher. Là, j'imagine qu'il y a aussi des warnings, mais peut-être plus humains. Il faut bien choisir Si je parle de l'aspect économique de la chose, parce qu'en fait, une entreprise est un acteur économique, la cession correspond à un transfert de propriété. Donc, celui qui vend va plutôt, normalement, dans ses critères, choisir de maximiser la valeur de la transmission, sachant que vous savez que le prix est toujours associé à un risque et que dans toute transaction, il y a souvent ce qu'on appelle la GAP, la garantie d'actifs passifs, dont Guillaume va sûrement parler tout à l'heure, et qui doit être très mesurée et prise en compte dans l'analyse et le choix de l'accord sur le prix. Et nous, donc un acteur du fusion-acquisition, va chercher à identifier les contreparties et à les mettre en concurrence. Il va travailler bien sûr avec l'avocat pour structurer là encore l'opération, et après il y a différents process qui sont choisis par le client essentiellement, la manière de vendre, est-ce qu'il va chercher à faire du gré à gré, est-ce qu'il va chercher à faire une enchère ou un blind, enfin il y a plusieurs techniques qui sont déclaratives, mais qui permettent d'attirer et de susciter la confiance des opérateurs pour l'acquisition de la cible, mais en vue de maximiser les conditions du vendeur, si c'est le vendeur qui est à l'initiative. Donc oui, il faut avoir la confiance des opérateurs, comme vous disiez, et puis il faut aussi que les deux entreprises qui vont fusionner, j'imagine qu'il faut quand même communiquer, il faut bien embarquer tout le monde, il ne faut pas qu'il y ait de casse. Et la confiance sont essentielles, aussi bien vis-à-vis de l'équipe, c'est-à-dire pour les porteurs du projet qui veulent vendre leur entreprise ou lever des fonds, mais également avec l'acquéreur ou les investisseurs, puisqu'on va s'inscrire sur des opérations dans la durée. François le disait, le prix, c'est un élément déterminant. On va pouvoir être dans des logiques de prix fixe, on parle alors de lockbox, ou alors d'ajustement de prix sur la base de la dette financière, de la dette nette de l'entreprise. Donc on va avoir cet aspect-là, qui va être un aspect très négocié, et un autre aspect, c'est la GAP, la garantie de passif, c'est-à-dire les risques potentiels ou avérés qui pourront avoir été identifiés par l'acquéreur ou les acquéreurs dans le cadre d'un processus d'enchère. Et donc tout ça, ça va être... Les audits aussi avant. Les audits sont très importants, et d'où cet enjeu de préparer l'entreprise en amont, parce que s'il y a des risques identifiés, il faut les circonscrire, il faut être capable de les mesurer pour pouvoir les négocier au mieux. Et donc le maître mot dans toute opération de ce type, que ce soit une introduction en bourse, une levée de fonds ou une cession, c'est préparation, c'est anticipation, et c'est être bien entouré de conseils qui connaissent les pratiques de marché et qui donc sont à même d'aider à anticiper le coup d'après. Parce que dans les négociations, si on est dans une levée de fonds, un contrat très important va être le pacte d'actionnaires qui organise la gouvernance, les restrictions au transfert de titres, la liquidité, c'est-à-dire dans quel cas des actionnaires peuvent vendre, dans quel cas ils peuvent vendre avec les autres. On parle de drague longue ou de tague longue qui peuvent permettre de forcer des minoritaires à sortir en même temps que le majoritaire. Et tout ça, c'est important de savoir quand on négocie qu'est-ce qui se fait ou pas, qu'est-ce qui est acceptable ou au contraire qui est déraisonnable et disproportionné
dans les demandes des interlocuteurs. Et donc il faut penser à toutes les éventualités, vraiment anticiper tout. Et on voit bien qu'il y a 3 phases. Il y a la phase amont, anticipation, il y a le pendant l'opération, et puis il y a la phase après qu'il faut. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Très bien. Donc il faut, si on devait dire un dernier mot de fin, un dernier conseil aux entreprises. Je dirais que ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est un métier. C'est devenu un métier. Alors, Guillaume est un brillant avocat d'un cabinet anglo-saxon. C'est un métier qui vient de ces pays-là, Ouais. qui sait... finalement, les Français se sont résolus à admettre que c'était une nécessité et qu'on ne pouvait pas vendre son entreprise en 5 pages. Et il a fallu peut-être plus de 30 ans pour que ça se passe comme ça. Pour que ça soit vraiment généralisé. Je pense que maintenant, dans la pratique, il n'y a plus d'opérations qui se font avec qu'un avocat ou qu'avec l'expert comptable. À partir du moment où on a une certaine taille, il faut une équipe d'experts. Il faut bien choisir cette équipe. Enfin, oui. Il faut bien choisir avec vraiment les deux, c'est-à-dire un couple financier et juridique, parce que ce sont des rôles différents et très complémentaires, comme pouvait le dire François. Un point peut-être important, c'est que par rapport à il y a 1 an, où quand on était au début du Covid, on se disait que ça allait être la catastrophe et qu'il y aurait beaucoup de faillites, eh bien on s'aperçoit que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu d'un point de vue économique. Au contraire, on est dans un marché très dynamique. Beaucoup d'opérations se font, les opérations se font vite, de plus en plus vite. Et donc il y a beaucoup d'opportunités, des valorisations très élevées, notamment puisqu'il est facile de lever des fonds et que les taux d'intérêt sont bas. Et donc tout ça, c'est un marché qui est finalement très porteur de belles opportunités de croissance pour les années à venir. Je peux illustrer ces propos. Il y a eu 19 opérations d'introduction en bourse depuis le début de l'année. Il y en avait 7 l'année dernière, en 2020, 8 en 2019, dans l'année entière. Et donc en un semestre, on fait plus du double. En matière pour les startups, on a levé en France 4,6 milliards depuis le début de l'année, ce qui correspond à presque l'année entière 2020. Ah oui. Donc une très belle accélération. Accélération, belle dynamique. Attention à la chute, bien préparée. Voilà, ça se prépare et on fait. Attention à la surchauffe peut-être, mais en tout cas le marché est porteur pour le moment. Très bien. Bon, on va rester sur cette note positive. Merci à tous les deux pour ces informations, ces conseils très précis. Merci à vous. On se retrouve juste après une petite pause.